Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Heureux de vous retrouver dans Des mots de minuit. Désormais, c'est quand vous voulez, puisque c'est desmotsdenuit.fr, tout en minuscule, collé avec .fr à la fin. Et finalement, il est sympa le web. Hein. Pharmacone, cela dit, hein, remède et poison en même temps. On est heureux de découvrir deux jeunes talents. Poncif, bonjour. Kautar Archi, vous publiez chez Actes Sud un livre qui a pour titre à l'origine Notre Père Obscur. Précédemment, vous aviez signé chez le même éditeur L'ampleur du saccage. On va parler de tout cela dans une seconde. Et de l'ampleur du saccage, justement. Avec vous, Stéphane Rago, un film sur l'origine familiale qui a pour titre Patria Obscura. Hein. Quel est le sous-titre ? Est-ce que dire, c'est trahir ? Pourquoi ce sous-titre-là ? C'est une question que je pose dans le film face à l'image de ma mère. Est-ce que dire, c'est trahir ? Si dire qu'un de mes deux grands-pères, qui s'appelle Pierre, qui était légionnaire et alcoolique, appartient à la même famille que mon second grand-père, qui s'appelle Paul, et qui était officier de la Légion d'honneur et parachutiste. Si le dire, c'est trahir, alors je suis un traître. Et si dire que la France du 8 mai 1945, qui fête sur les Champs-Élysées la victoire sur le nazisme, est la même que la France du 8 mai 1945 qui jette dans des fours à chaud des corps d'Algériens, si dire ça c'est trahir, alors je suis un traître. Dans l'ampleur du saccage, Kautar Archi, je lis ceci, la quête des origines n'a rien de bon. Et à l'un et à l'autre, je voulais vous demander quelle est l'origine de votre envie d'être écrivain, alors que par ailleurs vous êtes universitaire, que vous avez passé il y a quelques semaines votre doctorat en sociologie. Quelle est l'origine de ce besoin d'être écrivain ? Dans mon cas, je crois qu'il y avait un besoin très profond de m'exprimer et de dire des choses pour qu'elles ne pèsent pas sur moi et uniquement sur mes épaules en fait. Et le fait d'écrire des choses, le fait de les dire ensuite, le fait d'en parler avec des gens m'a permis, en tout cas pour les deux premiers ouvrages, de survivre à quelque chose. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui avec un certain recul, une certaine distance. Une famille assez particulière, un contexte familial assez particulier. Donc vous dites que autobiographiquement, vous avez réussi à vous extraire de cela et en même temps à le transcender, à le sublimer, puisque on part dans des registres qui n'ont rien à voir avec l'autobiographie, évidemment. Oui, exactement. Non, c'était quelque chose... J'en étais presque sûr, cela dit, mais... Il y a eu quelque chose de salutaire dans cette expérience-là, de me sortir de quelque chose qui me semblait inéluctable si à un moment donné je ne décidais pas de prendre en main les choses et prendre la plume, le stylo, l'ordinateur. Voilà, ça rompt quelque chose et ça crée une vie nouvelle. Ce que je remarque, hein, vous êtes né en 1987. Oui. L'ampleur du saccage, deuxième roman, c'était il y a 3 ans. Oui. Donc, alors que ce roman est d'une densité, d'une violence assez étonnante, je me permets simplement de souligner le jeune âge auquel il a été écrit. Stéphane, qui est André ? André Guichement, je vais vous la montrer parce que si vous me posez la question, j'ai amené ici l'image d'André. C'est l'objet, oui, voilà, ouais. L'objet qui vous... Je vous laisse. Je suis très heureux de montrer le visage de cette femme et puis je suis très heureux aussi de donner son nom. Elle s'appelle André Guichement.
Cette femme est née en 1906 dans un petit village des Landes qui s'appelle Arboucave, et c'est un village qu'elle a d'ailleurs sans doute jamais quitté. Elle habite en face de la maison de mes grands-parents. Et donc tous les étés, pendant les 2 mois de vacances, je la retrouve, André, et avec elle, elle me donne la main et on va ensemble par le petit chemin qui longe le petit bois où les loups attendent de croquer les enfants, c'est ce qu'elle me raconte, et on va ensemble donner à manger aux poules ou chercher les vaches pour les rentrer à l'étable. André Guichement, cette photo date de 1983 précisément. J'ai 14 ans et cette année-là, je suis retourné en vacances au même endroit et André marchait sur les chemins et elle ne me reconnaissait pas et elle ne souriait plus et elle ramassait des choses comme ça qu'elle mettait dans ses poches. Et j'avais mon appareil photo tout neuf qu'on m'avait offert, le tout premier. Elle est passée à côté de moi, je lui ai parlé, je l'ai photographié. Et c'est le tout premier portrait que j'ai fait, donc c'est ma première photo. Et en même temps, c'est l'origine du métier de un petit peu, photographe, documentariste. La dernière photo d'André Guichement, et en même temps, c'est André n'était déjà plus là, et en même temps, elle est tout entière dans cette photographie. Je la retrouve. Voilà, c'est tout un paysage d'enfance pour moi, ce portrait. Voilà. C'est l'image de la grande porte de bois de l'entrée principale contre laquelle, de toutes ses forces, la mère frappe parfois sa tête jusqu'à se blesser le front. Elle hurle « S'il vous plaît, je veux, s'il vous plaît, je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît ». Les femmes saisissent alors ses mains pour l'empêcher de se griffer le visage. La mère crache sur les femmes, les insulte, les mord, les provoque, cherche à se battre avec elles. Et surgit fatalement cet instant où la mère s'effondre sur le sol, à demi nue, les yeux fermés, comme morte. Durant un long moment, je reste agenouillé près de la mère, je guette le frémissement de ses paupières, le mouvement fébrile des doigts, le soulèvement difficile de la poitrine. Lorsque la mère reprend peu à peu conscience, je caresse l'ovale de son visage et lui demande comment elle se sent. La mère me regarde fixement, sans me répondre. À l'origine de notre père obscur, on viendra au père après, la mère, la narratrice, est une jeune femme, recluse comme les adultes qui l'entourent, notamment la mère, dans une maison qui, pour n'être pas fermée, emmure les femmes, victimes du patriarcat, victimes du qu'en dira-t-on, victimes de la stigmatisation du regard masculin ou viril. Pourquoi est-ce que cette mère-là, folle, ne donne pas plus à sa fille? Parce que, et on va aller très vite avec vous, sur des mots comme ceux de tragédie, sur les mots comme inconscient, sur les mots comme désir ou non-désir, ou impossibilité du désir. Donc, toujours le regard de ces femmes sur la jeune fille, le regard de cette mère, le regard absent de cette mère, l'absence du père. Bon. C'était une manière de donner corps et de donner chair à quelque chose que je voulais aborder dans ce récit, qui est ce que moi je ressens parfois dans certaines situations, qui est l'étendue du manque d'amour en fait. Et c'était intéressant de remonter presque à cette espèce de relation primitive qui nourrit et qui unit une mère et son enfant, et montrer effectivement comment en vérité, derrière chaque mère, derrière chaque père, il se cache en vérité un certain homme et une certaine femme. Et c'est tout ce que va découvrir cette jeune fille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle comprend effectivement que l'amour maternel, l'amour qu'elle recherche, n'est pas à rechercher à l'extérieur, n'est pas à rechercher en un corps différent, en un corps étranger, même si c'est celui de sa mère et de son père. Et donc c'était une manière de traiter ce passage très, très, très sensible de l'enfance à l'âge adulte, en fait. Et c'était aussi pour moi une manière de questionner la parentalité et de montrer à quel point il est nécessaire aussi pour chacun, comme ça a été
plus que nécessaire pour moi à un moment donné de ne pas idéaliser la figure maternelle et d'interroger la femme qui se cache derrière. Pourquoi une majuscule à mère dans ce texte? Pourquoi une majuscule à père? J'ai longtemps essayé de donner des noms à mes personnages et il faut croire que, comme des boomerangs, les noms me revenaient toujours en pleine figure parce que je crois qu'il y a des personnages qui refusent d'être nommés. C'était le cas pour ces personnages-là. J'ai longtemps réfléchi au sens de ce refus, à ce qui nourrissait cette difficulté que j'avais à choisir un nom. Et en fait, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un sens, déjà, évidemment. Et finalement, le fait de les désigner en tant que père et mère et le fait d'ajouter une majuscule, c'était aussi une manière pour moi, du coup, de les universaliser et puis de les inscrire dans ce qu'ils sont vraiment. Et ce qu'ils sont vraiment, c'est des individus dans une certaine hiérarchie et dans une certaine organisation familiale. Et effectivement, ce qu'a à gérer cette jeune fille, c'est un père et une mère qui ne sont rien d'autre que cela et qui, parce qu'ils ne sont rien d'autre que cela, en vérité ne sont rien du tout. Et c'était cette espèce de jeu entre l'excès et le défaut, entre le tout et le vide, entre l'abondance et l'insuffisant, qui me semblait vraiment au cœur de cette histoire d'amour. En fait. Histoire d'amour, donc une femme est répudiée par un homme qui retourne dans sa famille, dans sa tribu, avec des rites et des mœurs tribales qui ont exclu cette femme, puisqu'on l'a envoyée dans cette maison que vous décrivez, cette maison qui emmure les femmes qu'on a chassées, sans justice, sans rien, mais simplement parce qu'il y a une culture, il y a une forme de civilisation. Permettez-moi cette question. Comment est-ce que vous réussissez dans l'écriture et dans la proposition que vous faites, dans cette, comment dirais-je, maîtrise littéraire qui est la vôtre, comment est-ce que vous avez réussi à vous extraire de la dimension autobiographique? Parce que, on peut la sentir, mais jamais elle n'interfère. Quel est ce travail sur l'écriture? Parce que, pour le coup, il y a une maîtrise de l'écriture et un style, mot qu'on utilise rarement ici, mais un style qui est tout à fait personnel. Comment est-ce que vous prenez cette distance? Moi, je le vis toujours comme... moi, j'appelle ça la désincarnation. Au sens où mon corps à moi, mon corps physique, mon corps concret, matériel, disparaît au profit du corps du texte, en fait. Et donc, du coup, je travaille toujours sur cette nécessité de ne pas me dire, parce que l'important, ce n'est pas moi, l'important, j'estime, ce n'est pas l'écrivain, mais c'est l'histoire qui porte. Et moi, je suis toujours très sensible à l'histoire qui est racontée, puisque c'est l'histoire qui permet le partage, c'est l'histoire qui est cet espace où le lecteur et l'auteur, à un moment donné, peut-être se rencontrent. Et je me retire, c'est une forme d'extraction. Deux questions sur la dimension tragique à l'antique. Cette maison n'est pas située. L'époque n'est pas située, même si à un moment ou à un autre apparaissent des banilons, une culotte, et bon, voilà, donc c'est peut-être que c'est moderne, postmoderne ou antémoderne. Par ailleurs, on a plutôt l'impression que nous sommes au Maghreb ou en Orient, et en même temps, tous les exergues citent la Bible et la condition de la femme dans la Bible. Et c'est pas terrible. Enfin, la condition de la femme, veux-je dire. Hein. Oui. Bon, tout ça, vous l'avez maîtrisé, vous avez joué avec ces codes et ces conventions? Oui, bien sûr. Moi, je le remarque, je le découvre. Hein, je le découvre à chaque nouveau livre que j'écris. Mais c'était important pour moi d'inscrire dans la forme même du livre un certain rituel, ou en tout cas une certaine dimension de la cérémonie, quelque chose, d'où la nécessité pour moi d'un prologue, cette espèce d'extrait très bref de la Bible sur une page blanche, qui est une manière de rappeler au lecteur ce dont il est question et que la jeune femme va avoir
à maîtriser, qu'elle va devoir contredire pour pouvoir opposer à la loi divine, à la loi biblique, à la loi religieuse, une loi humaine, une loi terrestre qui est la sienne. Et ça, c'était quelque chose pour moi de très précieux parce que pour le coup, ça me permet une dynamique, ça me permet un mouvement et ça me permet de montrer comment finalement cette jeune femme, tout ce qu'elle obtient, tout ce qu'elle possède à la fin, si tant est qu'elle possède quelque chose, ce sont des choses qu'elle a arrachées, ce sont des choses qu'elle est allée chercher avec les dents et que rien ne lui était donné. La preuve, dans l'Apocalypse, on est 17,4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle était parée d'or, de pierres précieuses et de perles, et tenait en sa main un vase d'or plein des abominations et de l'impureté de sa fornication. Déjà, ça ne permet pas forcément d'être complètement libre. On va revenir sur votre livre et notamment sur l'idée du corps à corps. Parce que je trouve que dans tous vos livres, il y a l'idée du corps à corps, il y a l'idée du manque, donc l'idée de la pénétration. Il y a aussi cette idée de l'inceste qui est absolument récurrente dans vos deux textes. Mais je voudrais d'abord vous faire écouter, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui nourrit votre propos d'écrivain. Témoignage d'élèves, et notamment d'une élève de l'association de solidarité avec les femmes algériennes démocratiques. On est dans un lycée de Bondy, en Seine-Saint-Denis, et elle parle des mariages forcés. Écoutez, c'était en 2004. Un lycée à Bondy, en Seine-Saint-Denis. 1800 élèves, en majorité d'origine étrangère. Toutes deux en terminale, Samia Mahachi et Rachida Itumgar vont présenter à leurs camarades leur exposé de fin d'année. Ou comment oser parler tout haut d'un sujet que beaucoup ici préfèrent ignorer, les mariages forcés. Il faut savoir que dans notre lycée, chaque année, il y a 2-3 jeunes filles qui sont victimes de mariages forcés. Ce sont des filles qui sont allées en vacances et qui ont trouvé le mariage tout près, qui attendaient le lendemain. C'était la fête, les moutons et tout ça. Et les difficultés que rencontrent ces filles, c'est qu'elles ne peuvent pas faire marche arrière parce que les parents leur prennent les papiers. Le mariage forcé, c'est une forme de violence, fait partie du groupe des violences. C'est une violence physique, une violence morale et c'est une violence sexuelle. En France, 70 000 adolescentes seraient victimes de mariages forcés. Un commentaire sur ces témoignages, c'est-à-dire notamment sur le mariage forcé. C'est aussi ce qui intéresse la sociologue que vous êtes et l'anthropologue que vous êtes, la socio-anthropologue que vous êtes. Ce qui m'intéresse surtout dans ce type de situations et de phénomènes qui sont récurrents dans bon nombre de sociétés, et certainement que les sociétés effectivement arabo-musulmanes en présentent les formes les plus exacerbées et les plus radicales, même si en Occident, des formes plus subtiles et plus nuancées, mais pas moins violentes, sont tout aussi remarquables. Ce qui m'intéresse beaucoup, et c'est peut-être là effectivement où la sociologue prend la main de l'écrivaine, c'est que j'attache toujours beaucoup d'attention, d'importance ce que j'appelle les modalités de résistance, que chaque individu, à son propre niveau, va mettre en place pour tenter de contrer cette domination qui le pèse et qu'il subit soit de manière intermittente, soit de manière continue. Et tout l'objet du roman et tout l'objet aussi de mon travail de recherche sociologique est traversé par cette problématique, c'est-à-dire l'identification de la domination, l'identification de son processus, ce qui suppose déjà un travail d'élucidation, de réussir à faire advenir une forme de lucidité dans son rapport au monde et tenter de comprendre comment finalement chacun soit s'arrange, soit s'arroge le droit de contredire cette domination, ne serait-ce que dans le symbole, ne serait-ce que dans une forme de résistance symbolique, qui est le cas de cette jeune fille dans le roman qui, à un moment donné, va considérer... Qui n'est pas nommée. Qui n'est pas nommée, effectivement. Qui considère qu'à un moment donné, la porte est ouverte et la porte appelle donc une sortie qu'elle va réaliser. Qui ne pourra se faire que pour aller enterrer la mère. Exactement. Donc c'est une forme de libération ultime pour elle. Et c'était tout ce jeu-là entre la résistance
et la domination. Et comment à un moment donné, quelque chose de collectif, quelque chose de communautaire, quelque chose de pluriel et de violent est susceptible d'être mis en faillite par une pensée, par un geste, par Parce que une c'est vrai que vous parlez résistance. de ces femmes qui font entité, Oui, hein, exactement, qui font corps. qui font corps. Qui font corps, qui ne forment qu'un seul corps. Et cette jeune fille, effectivement, considère qu'elle n'est pas de ce corps-là. Elle est un corps à elle-même, elle possède son propre corps et elle n'a pas à s'oublier, elle n'a pas à se mêler, elle n'a pas à se dissoudre dans le corps communautaire. Parlez pour vous, là. Hein. Le manque du corps du père, le corps contraire, le corps opposé, le corps différent, le corps que la mère disait irremplaçable, j'ai voulu jusqu'au dernier instant de notre vie commune le remplacer. Je la revois encore assise à la nuit tombée sur le rebord du matelas, jambes croisées, dos courbé, tête baissée vers l'avant, les paupières lourdes, brossant patiemment ses cheveux à l'aide d'un peigne en plastique blanc, silencieuse. Et moi, à cet instant précis où les dents du peigne frôlaient le sommet de son crâne, avant de s'enfoncer dans l'épaisse chevelure, je disais, sans être certaine que la mère m'écoute, une main posée sur mon sexe, je disais, je suis aussi forte qu'un garçon, bientôt plus forte qu'un homme, tu verras. La mère pourtant, cette fois-là comme tant d'autres, n'a pas réagi, et durant les jours qui ont suivi, elle a continué, telle une petite fille qui réclame à ne réclamer que lui. Et là, c'est étonnant, parce que c'est la position d'avant l'Oedipe, c'est-à-dire... c'est le petit garçon qui veut être phallique complètement et occuper complètement le désir de la mère. Alors, pour le coup, c'est pas un petit garçon, mais c'est une petite fille, et c'est raté pareil que pour le petit garçon. C'est étonnant. Dimension toujours symbolique, toujours inconsciente, et en même temps toujours sexuelle. C'est-à-dire qu'il est question de corps à corps incestueux. L'inceste sera commis dans l'ampleur du saccage. Il est question d'utérus, il est question de verge. Il est question de pénétration. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de revenir sur cette dimension aussi très physique du rapport de l'un à l'autre, ou du rapport impossible de l'un à l'autre? D'abord parce qu'on est dans le roman, et que donc il faut donner à voir et donner forcément donc à lire. Et je me méfie toujours de moi lorsque mon propos devient trop symbolique ou trop immatériel ou trop abstrait. Et c'est là où le roman m'aide, c'est-à-dire que le roman permet véritablement d'être dans la matière, d'être dans le physique, d'être dans le volume, dans le poids. Et partant de là, effectivement, je reviens souvent à la question du corps, à la question physique, la question sexuelle. Souvent parce que c'est une autre manière pour moi de dire l'étendue du manque d'amour, ou en tout cas cette espèce de désespérance. Et parce que je crois aussi que la conquête du corps féminin en l'occurrence pour ce dernier roman, est une manière de se réapproprier son destin, c'est-à-dire de ne plus chercher à retourner dans le ventre de la mère, ne plus chercher à retourner dans les bras du père, mais se sentir bien soi-même dans son propre ventre et dans ses propres bras, en fait. Ce qui permet du coup une séparation, ce qui permet une distance, et ce qui permet à un moment donné pour le personnage de mon roman de se situer quasiment à égalité avec sa mère et avec son père. Et à partir du moment où il y a une forme d'égalité effectivement qui apparaît, elle est adulte. Je crois que Freud dit à un moment que pour avoir une sexualité adulte, notamment pour le garçon, il faut être capable de se représenter l'inceste avec la mère et la sœur. Les frontières s'effritaient et je peinais à distinguer le sexe duquel j'étais sorti du sexe dans lequel je rêvais d'entrer. Mais étais-je seulement encore son fils, l'inceste qui traîne toujours. Et puis, sur votre manière d'écrire, parce que, encore une fois, je souligne la qualité littéraire de l'ensemble qui nous éloigne de ces propos trop crus. Je ne suis plus un homme, mais un sexe nomade en quête d'un refuge humide, un sexe obsédé par lui-même, malade sous la pression du manque, prêt à se casser, un sexe courbaturé, pris de vomissements, mais qui ne peut vomir. Pourtant, je sais que je ne suis pas seul,
alignés le long des trottoirs, réunis à l'entrée des immeubles, les autres puceaux surveillent les filles comme des vigiles amoureux. Ils parient sur celles qui se retourneront jusqu'à ce que l'un d'entre eux reconnaisse sa sœur, passante inconnue devenue cible des railleries. Il faut le dire, les mères peinent à tenir leurs filles, qui, apportant le linge sale à la laverie, se donnent en spectacle. Actrices méditerranéennes prises au jeu des regards, inconscientes des risques encourus à l'idée de provoquer des mâles aussi beaux que dangereux. Dans les rues, on siffle et on crache. Wow. C'est assez surprenant cette qualité que vous avez dans l'observation des situations. Vous faites parler les gens avant ? Vous parlez du manque des garçons. Alors, Oui. je ne sais pas si les garçons s'exprimeraient en termes de manque ou en termes de... Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit pas un terme plutôt féminin, l'idée du manque, mais pour être... dans ce livre qui a été écrit, vous aviez 22 ans. Hein. Donc, est-ce que vous les avez entendus ? Est-ce que vous les fantasmez dans leur misère sexuelle ? Non, moi je fantasme beaucoup. Hein. J'assume. Hein. Oui, j'assume. Ouais. Non, moi je fantasme beaucoup. Voilà, je fais aussi partie de ces filles à qui on a dit très tôt que le garçon était dangereux, que les hommes l'étaient encore plus. Et donc forcément, j'ai beaucoup imaginé, j'ai beaucoup espéré, j'ai beaucoup rêvé à partir d'eux et j'ai beaucoup rêvé d'eux. Et donc, je suis toujours touchée par des bandes de garçons, quelles que soient leurs origines, quel que soit l'immeuble au pied duquel ils squattent, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très touchant, de très émouvant. Eux, peut-être, entre eux, sont très heureux. Moi, c'est vrai que j'ai la tendance d'imaginer qu'ils sont malheureux sans les femmes, sans nous, sans moi. Sans le corps de l'autre. Sans le corps de l'autre. Et vice-versa. Bien sûr. 1971, l'émission s'appelle Un certain regard et on y parle de la recherche d'identité du peuple algérien. C'était exactement sur la première chaîne, ça s'appelait à l'époque le RTF, c'était en 1971 et il s'agit de Yacine Kateb. Il y a eu, disons, l'institutrice française et ma mère en perpétuel conflit d'ailleurs, parce que c'était deux mondes. Ma mère, c'est l'Algérie, pieds nus à la maison avec une longue robe, parlant une autre langue, et nous dans une autre langue, et puis l'institutrice en talons hauts, 20e siècle, le pays dominateur, prestigieux, la France, enfin c'est-à-dire, c'était vraiment le monde supérieur, si on veut, mais un monde encore lointain, dont je me rapprochais peu à peu, et au détriment du premier, forcément, parce que celui que je préférais, c'était le monde de ma mère, mais plus l'école m'intéressait, et plus fatalement je me détachais de ma mère. Alors ça créait un conflit en moi, mais comme je disais, dans la jeunesse, on assume. Très souvent, les conflits sans les comprendre. Ça a éclaté plus tard, mais bon. Le nom du père, les conflits, la mère, l'identité, etc. Mais plutôt Kateb, c'est-à-dire c'est un grand écrivain. Est-ce que c'est une de vos références littéraires ? Il est chez moi, dans mon histoire, il est fondamental et il est le fondement de beaucoup de choses. Je m'en rends jamais véritablement compte. J'ai fait une thèse sur Kateb Yacine, où finalement les fils se relient toujours les uns aux autres. Il est fondamental pour moi parce que l'un des premiers livres que je lis de manière consciente, c'est Nedjma de Kateb Yacine. Donc c'est au Seuil, c'est en 1956. C'est l'histoire d'un amour impossible. 4 hommes qui sont fous amoureux d'une femme très mystérieuse, très obsédante, qui est en même temps une femme et qui est en même temps l'Algérie que les puissances coloniales se disputent. Et oui, j'ai été très touchée par cet homme-là, par sa figure, par ce qu'il représente, par la littérature qui est chez lui un combat et qui est surtout le sens ultime de l'existence. Et à 15 ans, je crois que ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé, ça a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres, ça a fait entrer de l'air dans ma vie. Et ça a été évidemment, et ça reste toujours une référence inaliénable. Voilà, et donc, je vous rappelle, lisez les deux, chaudement recommandés par la maison.
L'ampleur du saccage, à l'origine, notre père obscur, publié chez Actes Sud. Stéphane Rago, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Kawthar Archi ? Une entreprise de libération. Une entreprise de libération d'autant plus belle qu'elle se construit sur une élucidation et non pas sur une fuite. Et donc ce sont les plus fortes, les plus belles. Une entreprise de libération d'une femme. Et ça m'intéresse d'autant plus que elle est éloignée de la mienne, qui est très masculine, par mon sexe, mais par mon histoire et par le film que je viens de faire. J'entends Duras dans cette entreprise de libération, et voilà, enfin c'est ce que je retiendrai, élucidation et libération. Ouais. On va continuer la conversation avec vous, justement sur votre élucidation à vous. Je vous propose d'écouter quand même avant le quatuor Modigliani, qui a été créé en 2003. Aujourd'hui, c'est l'une des formations les plus demandées sur la scène internationale. Ils ont grandi. Mais en 2003, ils étaient donc naissants. Aujourd'hui, écoutez leur répertoire, tout à fait éclectique. On a toujours leur signature, elle est toujours originale. Et en 2010, ils étaient sur le plateau des Mots de Minuit pour interpréter du Mendelssohn, Presto Adagio non lento. Musique.
Le quatuor Modigliani, Stéphane Rago, pour faire écho à la souffrance, évoquée il y a une seconde par Kautar Archi, et à la libération possible aussi, puisqu'il y a quelques pistes. Hein, il y a évidemment quelques pistes. Je regarde cette phrase, ou j'ai gardé cette phrase, qui est cette douleur que je ressens dans votre film, qui est un documentaire, sur l'histoire de votre famille et de ces deux grands-pères, dont l'un est bâtard, dont l'autre est très militaire, et dans des périodes d'histoire nationale qui sont pour le moins problématiques. Il y a cette douleur qui apparaît, cette douleur que vous ressentez. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti cette douleur? Enfin, comment est-ce qu'elle a surgi de ce que vous avez découvert, ou pas d'ailleurs, parce que la question du silence est aussi importante chez l'un que l'autre. Je suis arrivé dans une impasse. J'étais photographe documentaire, et donc mon travail était, je voyageais beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps dans des pays en Amérique latine, en Afrique, en Europe de l'Est, à photographier des gens et à leur demander qui êtes-vous, et je me suis aperçu que j'étais incapable de répondre à la question que je leur posais. Et que j'en étais incapable parce qu'il y avait pour moi, sans que je le comprenne, sans que j'en comprenne les tenants et les aboutissants, une douleur, une honte que je nomme autour de mon histoire. Votre film s'appelle Patria Obscura. On va regarder quelques images qui servent à la bande-annonce. C'est quoi son prénom? Je le connais même pas. Pierre Rago. Je ne connais même pas le prénom de son grand-père. Pierre. Je suis photographe. Je suis décidé à remonter la vie de mon grand-père jusqu'à la honte originelle, jusqu'au mystère de sa naissance. On ne peut pas dire qu'ils étaient durs, mais c'était malgré eux, ils ne pouvaient pas faire mieux qu'ils ne faisaient. La vie qui était dure. C'était la vie qui était trop dure. Enfant d'une histoire française, fils de l'orgueil et de la honte, je suis des leurs, mais pas seulement. L'identité française de cet homme-là ne dit pas s'il est un héros ou un salaud. Ma carte nationale d'identité n'est pas une carte d'identité nationale. Votre carte nationale d'identité n'est pas une carte d'identité. Je retiens un mot dans ce que vous avez dit, qu'on retrouve aussi chez Kautar Archi, c'est le mot honte. Mais vous avez eu honte de quoi? À quel moment? On parlait de l'origine de ce compte à régler avec la famille, avec les grands-pères. De quoi, je ne savais pas. C'était bien le problème. La honte est un sentiment très particulier, extrêmement puissant, qui a la particularité de se transmettre très facilement, et en particulier d'une génération à l'autre, mais c'est le sentiment qui se transmet et pas forcément son objet. Donc le sentiment honteux se transmet, et je me suis retrouvé honteux, mais je ne savais pas de quoi. C'était tout l'objet. Est-ce que vous le savez à la fin de ce film? Ouais, et je m'en suis libéré. En même temps, dans le film, vous dites qu'à un moment, pour retrouver l'origine de ce grand-père qui s'appelle Pierre, qui est né en 1901, donc bâtard apparemment, alcoolique, puisqu'il a bu, l'une de ses parents dit il a bu la boucherie, puisqu'il était bouché, on vient de le voir. Vous avez refusé un moment de faire un test ADN qui aurait permis éventuellement d'identifier le père de cet enfant mal né, qui aurait pu être médecin d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Ça, c'était terriblement important pour moi. J'ai fait toute une démarche vers cette quête des origines pour essayer de connaître l'identité du père de Pierre, du père de mon grand-père, que j'ai de toute évidence, semble-t-il en tout cas, identifié. En tout cas, il y a un faisceau de présomption qui me laisse penser que je l'ai identifié. Et effectivement, le test ADN est l'étape prochaine. Je pourrais très facilement le faire avec les descendants de cet homme-là. Il était du coup pour moi évident qu'il ne fallait pas faire le dernier pas
parce que ce n'est pas la réponse ultime, l'identité finalement qui était importante, c'était le chemin que j'avais fait pour le retrouver. Et pour donner de la puissance à ce chemin-là, et pour pouvoir affirmer que Rago est mon nom, et qu'il n'a pas été usurpé, je n'avais pas besoin de faire le dernier pas. Et donc je me suis arrêté à la porte du secret. Ouais. Je me suis arrêté à la porte du secret. Voilà une manière de le dire. Vous dites aussi, à un moment du commentaire de votre film, vous dites « La lignée paternelle était désespérément prolétaire aux yeux de ma mère ». Ouais, donc la famille de mon père, c'était les petits-enfants de ce boucher, un homme bien, un homme de peu, mais un homme bien, Pierre Rago, ancien légionnaire, mais alcoolique, comme souvent les anciens légionnaires, mais surtout fils naturel, bâtard, donc qui portait un poids important. Et mon père, parce qu'il a beaucoup travaillé, mais aussi parce qu'il est d'une génération, en pleine Trente Glorieuses, il a réussi une ascension sociale assez fulgurante. Mais sa famille était prolétaire, et c'est vrai que, voilà, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On s'en débarrasse pas. Et du côté de la maman, alors du côté de la maman, c'est une lignée de militaires, ils sont tous haut gradés, ils sont tous plus le doigt sur la couture les uns que les autres. Mais ça remonte pas très loin finalement. Ils avaient réussi leur ascension sociale d'à peine une génération plus tôt. L'arrière-grand-père est tombé en 14. Et donc mon grand-père était pupille de la nation et il a suivi l'exemple du père et il est école d'officier. Il est devenu lui-même militaire et effectivement il est devenu brillant officier parachutiste. Et donc ces deux grands-pères, Paul et Pierre, finalement sont à la croisée des chemins, et la croisée des chemins s'appelle l'Algérie. Et l'Algérie, il y a aussi de la honte sur cette affaire-là. Parce que vous découvrez que finalement ils ont été là où l'histoire aujourd'hui encore, en tout cas notre histoire nationale, se questionne. Ouais, effectivement, il me semble que c'est toute la problématique du film aussi. Mais pas seulement l'Algérie, entre autres. Oui, entre autres. Mais parce que notre histoire française est bornée par l'histoire des guerres. Et forcément, ces hommes-là traversent l'histoire coloniale, l'occupation, la collaboration pour l'un. Et puis, voilà. Donc, toute cette histoire-là qu'il est important, je crois, de soumettre à la question. Si vous me permettez, en même temps, vous dites, sans oser tout à fait dire, vous suggérez. Vous suggérez des choses. Il y a l'extrême droite qui est en filigrane. On devine des images de gens contemporains à l'extrême droite. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de suggérer ces collusions que vous ne démontrez pas finalement, que vous laissez à l'état d'esquisse ou à l'état d'ébauche? Mon propos n'est pas un militant, mais je pense que mon travail, je pense que je ne dois pas laisser aux politiques, à l'extrême droite en particulier, l'usage des mots, des images, des symboles, et que je dois m'en emparer, que je dois les questionner. Et donc forcément, l'extrême droite est là, mais je la questionne. D'une façon. C'est vrai qu'il y a Jeanne d'Arc qui traîne, quoi. Bien sûr, Jeanne d'Arc est là. Elle fait partie de ma famille, peut-être de la vôtre, en tout cas de la mienne. Peut-être de celle de Kautar aussi, quelque part. Mais en tout cas, je la questionne comme faisant partie de ma famille. Vous aussi, vous l'entendez comme ça? Vous l'entendez possiblement comme ça? Une vague cousine, oui, une vague cousine. Une sœur. Non, mais moi je suis très intéressée par ce film que je suis très, très pressée de voir, et cette histoire que j'ai hâte d'entendre résonner. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que dit Stéphane Rago, c'est ce qu'il appelle le chemin, c'est-à-dire le fait de faire démarrer une machine et de se laisser porter par elle, ou peut-être que c'est même elle, dans la plupart des cas, qui nous porte.
et qu'effectivement l'essentiel, et c'est aussi mon rapport aux origines, c'est vraiment le cheminement, c'est le fait d'y aller, c'est le fait d'inventer le chemin pas après pas. Après, où on arrive à la porte du secret ou à la désignation de la misère, du mystère ultime peut-être. Mais ce qui me paraît essentiel, c'est vraiment la métamorphose qui s'opère. Moi, je sais que dans mon travail, je suis très sensible à ça, au fait de mettre mes personnages en situation de se métamorphoser. Et moi-même, au sortir d'un livre, je suis toujours métamorphosée. Et c'est ce que j'entends aussi dans ce que nous dit Stéphane Rago, de cette nécessité, à un moment donné, de prendre les choses en main et de se réapproprier une histoire pour qu'elle ne soit pas que l'histoire des puissants et ou l'histoire des vainqueurs. Mais les vaincus ont aussi leur part d'histoire à raconter, et c'est quelque chose d'essentiel à faire parce que ça permet de faire émerger une histoire qui n'est pas qu'une histoire officielle, qui n'est pas qu'une histoire historique ou qu'une histoire politicienne. C'est une histoire aussi intime, charnelle et profondément sensible. Est-ce que les conséquences de cette enquête familiale vous inquiètent ? Autrement dit, est-ce que ce film est à disposition de la famille ? Est-ce que la famille l'a déjà vu ? Et que pense la famille de ce qui a été tu et de cette porte derrière laquelle, devant laquelle plutôt, vous êtes arrêté ? Les deux premiers spectateurs de ce film étaient mes parents. Il était très important pour moi de le leur montrer d'abord. Il n'était pas question, par exemple, d'attendre leur disparition pour faire ce type de film. Ça leur était aussi adressé. La famille de mon père et la famille de ma mère l'ont vu aussi. J'ai organisé des projections de façon à ce qu'ils le voient. Donc c'était vraiment le premier public, même si je n'ai absolument pas fait ce film à leur destination. Voilà. Bien sûr. Mais forcément, alors pour mes parents, c'était difficile d'abord. La première vision de ce film était difficile parce que je parle de honte, d'orgueil, et c'est difficile à entendre. Donc le déni est presque fatal. Mais le temps fait son œuvre aussi. Et, ils l'ont vu une première fois, puis une deuxième, et puis ça commence à cheminer. Et voilà. Pour la famille de mon père, eux ont découvert un ancêtre. Ils ont découvert qui était leur arrière-grand-père, puisque je n'avais rien dit de cette enquête-là avant de leur montrer le film, donc forcément beaucoup d'émotions. Pour la famille de ma mère, c'est différent, mais de toute façon, je crois que les uns et les autres respectent le travail qui a été fait. Dans ce film, il y a quelques images de gueules cassées. Vous avez fait un travail sur les gueules cassées, 14. Bon, on voit bien pourquoi, vous venez de l'expliquer. Il y a également des images de Sarajevo, puisque vous avez été à Sarajevo, dans l'ex-Yougoslavie, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a ces juxtapositions ? Par rapport à Sarajevo, ça a été une expérience pour moi extrêmement traumatisante, extrêmement forte. Je fais partie d'une génération de photographes. Beaucoup de jeunes photographes sont partis au milieu des années 90 à Sarajevo. Sans beaucoup de préparation, et beaucoup de photographes comme moi d'une vingtaine d'années sont partis et sont restés comme ça enfermés dans cette ville pendant les bombardements. Quand je suis rentré à Oradour-sur-Glane, puisque je visite Oradour-sur-Glane dans le film, et que c'est à ce moment-là qu'on voit les photos de Sarajevo, c'est Sarajevo qui est remonté. C'est vraiment... je suis rentré à Oradour-sur-Glane et j'étais à Sarajevo. Je garde de cette expérience-là beaucoup de douleur. Je ne suis pas un photographe de guerre, et pourtant j'étais parti m'enfermer dans le siège. Mais j'en suis sorti, mais j'en suis rentré, et j'ai laissé des gens là-bas. Et donc, voilà, le fait d'avoir laissé des gens enfermés, d'en être sorti, d'être rentré chez moi, c'est quelque chose qui me questionne encore. Technique de cinéma, technique de documentariste. Vous disiez il y a une seconde, ce qui est important, c'est le chemin. Combien de temps pour faire ce film, pour le mûrir, Il y a plusieurs temporalités en réalité. Les premiers questionnements naissent il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans. Oui. Maintenant, il y a eu un premier travail. Vous êtes né en 1968. Oui, je suis
né en 1968. Et les premiers questionnements arrivent au début, pratiquement au milieu des années 2000. Mais il y a un premier cheminement qui est long, qui est un cheminement d'auto-analyse que je fais avec mon appareil photo. J'utilise mon appareil photo vraiment comme un outil d'extraction du passé. Je fais remonter avec cet appareil l'histoire. Il y a eu ce travail-là qui a été d'abord long, et le cinéma ne pouvait advenir que quand ce travail, on va dire d'auto-analyse, même si le terme n'est pas forcément approprié, était fait, parce que le cinéma n'est pas le lieu, je pense, de l'analyse. Et le cinéma a pu advenir quand ce travail-là était fait. Et puis là-dessus, c'est une histoire de production, de films, de temps, d'argent, voilà. En tout, c'est 10 ans. Et j'imagine qu'un livre pourra suivre. On peut imaginer ça. Et vous, à l'inverse, on peut imaginer qu'un documentaire suive sur... En fait, un livre sort en même temps que le film, qui s'appelle Patria Lucida, et les deux sortent conjointement le 22 octobre. Le livre sort en même temps. Coécrit avec Pierre Bergogneau, qui est un auteur pour moi qui a publié chez Verdier. Lui, chez Verdier. On a eu le plaisir de recevoir dans cette émission plusieurs fois. Ouais. Voilà, et le livre s'appelle Patria Lucida, parce que Bergogneau est dans l'élucidation du passé, c'est son travail. De vous, je voudrais qu'on regarde un extrait d'un travail précédent qui est un court-métrage qui a pour titre « Aux électeurs du bureau de vote numéro 46 de Paris-Belleville ». Le court-métrage s'appelle « Tout est calme ». Il a pour titre « Tout est calme », hein, c'est ça? C'est un extrait et il a été réalisé en mai 2007. Extrait. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit et s'accélèrent dans le silence. Ça s'inquiète tant que ça fuit dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine. Et si contre le vertige on rampe, on goûte à la source de la haine. À les écouter chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide. Pleu à pleurs. Tout est calme. Trop. Un rien militant sur l'identité nationale, hein. Dans ce court-métrage, oui. Sinon, c'est toujours compliqué de parler d'identité nationale, en tout cas depuis qu'on nous a imposé un débat nauséabond et en réalité biaisé. Ici encore, je crois non seulement légitime, mais important de ne pas laisser aux politiques et aux puissants l'usage de ces mots-là. Donc je crois que moi, je veux me les approprier. Et il n'y a aucune raison pour que je ne parle pas d'identité et d'identité nationale. Maintenant, il y a pour moi un grand danger à le faire en répondant aux injonctions. Voilà. Je ne veux pas... la question de l'identité est une question qui se pose pour moi, l'injonction identitaire, non. Vous êtes d'accord, Kaouta? Oui, moi je suis très... par mon histoire, par la... Je suis pas un physique de suédoise, comme je dis souvent, donc effectivement, il y a quelque chose dans la vie et dans l'esprit des gens qui me ramène toujours à une certaine situation qui est en fait un questionnement sur d'où je viens. Et je fais toujours très attention à ne pas employer le mot identité, qui est pour moi un mot qui dit des choses que moi je ne veux pas dire. Donc c'est un mot qui parle pour moi. Donc et surtout parce que par l'expérience, la répétition d'histoire, la répétition des débats politiques, etc. En vérité, la question sous-jacente, c'est toujours est-ce que vous êtes des nôtres ou pas? Il y a toujours ce rapport pour moi d'inclusion-exclusion. Ma paranoïa naturelle et salutaire fait que je le vis toujours du côté de l'exclusion. Et je... Salutaire. Je fais toujours très attention à ne pas dire quelle est mon identité
pour ne pas avoir à me définir et pour ne pas être Vous êtes blonde et exclue. suédoise. Je suis blonde et suédoise, on peut dire. C'est là comme ça. Et vous, vous Une êtes des solutions- frisé Frisé et basque. Absolument, ouais. Et partiellement basque. Une des solutions, en tout cas pour moi, est de parler d'identité au pluriel. Mm. D'y mettre un S. Ça change tout. Un petit clin d'œil. Vous avez fait un travail sur les Mayas, enfin en tout cas au Guatemala, sur les Mayas. Que nous disent-ils? Que nous disent-ils les Mayas? En tout cas les descendants. Hein, bon. Ils nous parlent du dur désir de durer. Les Mayas, ça remonte pour moi, c'est une histoire qui a 10 ans, parce que je ne suis pas retourné les voir depuis une dizaine d'années, mais c'est vraiment ça, ils nous parlent ce sont des continuateurs, des gens, des survivants, mais qui sont bien là. Volonté de s'inscrire dans une histoire. Absolument. Kawtar Archi, qu'avez-vous entendu du jeune homme qui est à côté de vous? Merci pour jeune. J'ai entendu beaucoup de questions, beaucoup d'engagement aussi dans une histoire qui, semble-t-il, n'est pas des plus faciles, n'est pas des plus agréables à raconter, mais je crois qu'il y a toujours quelque chose de grand dans ce qu'on entreprend. Et quand Stéphane Rago disait qu'il a découvert au final des choses qu'il ne savait pas, il se disait au apaisé. départ, une forme d'apaisement, ça me paraît essentiel, parce que c'est la preuve que quelque chose qui était profond, qui était caché, qui était enterré, est remonté à la surface. Et moi, je suis convaincue qu'il y a dans l'art, que ce soit une écriture romanesque ou une écriture plus cinématographique, quelque chose d'un appel à la vie, un élan vital qui est fondateur et qui par les temps qui courent, est plus que nécessaire. Merci à l'un et l'autre d'avoir honoré de votre présence des motsdeminute.fr. Kawtar Archi, vous serez lu sur le site de l'émission par la comédienne Alexandra Lemasson. On lira un important passage de votre livre. On vous voit au cinéma, c'est ce mercredi, le mercredi de cette semaine. On vous voit en salle, hein, c'est documentaire en salle. Je voulais vous conseiller un Patria Obscura, donc, pour ce documentaire. Et je voulais, pour ma part, vous conseiller une si jolie petite fille, Les crimes de Maribel, de Gita Sereni. C'est publié chez Plein Jour. Il se trouve que Gita Sereni est l'une de mes consoeurs, l'une des plus brillantes journalistes d'investigation anglaises, et qu'elle est morte il y a 3 ans maintenant, et ressort chez Plein Jour un livre qu'elle avait écrit à la fin des années 90 sur Maribel. Et Maribel est une jeune fille qui, en 1968, on était à Newcastle, elle avait 11 ans, elle a tué 2 garçons de 3 et 4 ans. Et elle a été condamnée à la prison, et elle a fait des années et des années et des années de prison. Et quand Maribel a eu 30 ans, Gita Sereni l'a retrouvée, l'a fait parler, donc a essayé de réécrire, enfin de lui faire dire son histoire, de lui faire parler de son chemin. Et ce livre est publié aujourd'hui, et c'est tout à fait remarquable sur cette femme aujourd'hui qui, peut-être grâce à ce livre, peut éventuellement sortir de son horreur. Voilà. Je vous le conseille absolument. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Desmotsdeminute.fr, c'est tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et c'est tant mieux. Je voulais simplement dire que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie aux États-Unis, et qu'il y avait au 1er septembre de cette année 66 354 personnes dans les prisons françaises, pour seulement 57 520 places opérationnelles, comme dit l'administration. Donc, surpopulation, c'est kiff-kiff, c'est comme d'habitude, autrement dit. Eh bien, à une toute prochaine fois, on se retrouve dans 15 jours pour un autre numéro des motsdeminute.fr. À bientôt. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors qu'à n'importe